Bonjour et bienvenue dans le podcast Haricots Verts, le podcast qui vous parle d'art, d'écologie et de verdure. Je suis Pauline Leroux, ingénieure agronome passionnée de plantes et je vous emmène à la découverte de la couleur végétale et de toutes ses applications. Que ce soit dans le textile, l'ameublement, l'artisanat, la décoration et dans d'autres domaines, chaque jeudi et samedi à 7h30, je vous propose des épisodes riches avec des invités passionnants pour approfondir le sujet de la couleur végétale sur toute la chaîne de valeur. Mon but, fédérer et démocratiser la couleur végétale dans nos vies. Alors, c'est parti, bonne écoute. Bonjour à tous, je suis ravie d'accueillir sur le podcast non pas une invitée mais deux. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Dominique Cardon et Sandrine Rosier. Bonjour Dominique, bonjour Sandrine. Bonjour. Bonjour. Il y a quelques mois, je recevais Dominique pour les tout premiers épisodes du podcast Haricots Verts et nous parlions du livre Les 157 couleurs de Paul Gou. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Dominique et Sandrine pour passer du livre à la pratique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu votre expérimentation et nous expliquer votre stage d'archéologie expérimentale? Eh bien, la mise en pratique, parce que cet ouvrage que je dévore depuis qu'il est arrivé, que je dévore, que je lis et que je relis, est truffé de pépites pour quelqu'un qui aime la teinture et qui en fait son activité quotidienne. Mais la lecture, c'est une chose, mais la mise en pratique et la reproduction d'une recette exactement telle qu'elle est fournie avec autant de précision et d'expertise que tu l'as fait, Dominique, évidemment, on a envie de tout essayer. Donc, cette mise en pratique, on a eu envie de la partager avec un groupe de stagiaires, de passionnés, de personnes qui sont dans la teinture depuis déjà un certain nombre d'années. Et on a eu la chance de regrouper une dizaine de teinturières qui sont des praticiennes et qui ont qui ont été d'accord pour monter sur ce bateau sans savoir vraiment où ce bateau nous emmènerait, jusqu'où ce bateau nous emmènerait dans ce voyage au XVIIIe siècle. On a été invités on a eu la chance d'être incluse dans les séries de stages de l'association Vieilles Racines et Jeunes Pousses, avec les encouragements de Thierry Thévenin, son fondateur. C'était un stage un peu particulier, je crois. Pour la première fois, on était deux, d'une part, et ensuite, l'archéologie expérimentale des teintures, c'était aussi une nouveauté dans cette série de formations dans lesquelles Sandrine intervient depuis plusieurs années, de même que d'autres amis teinturiers comme David Santandreu. Mais là, alors, c'était vraiment, effectivement, de l'archéologie expérimentale sans filet. On a informé les stagiaires de la situation, qu'on était tous à la découverte de ces recettes. Alors, évidemment, toutes les deux, on avait beaucoup discuté sur le choix, puisque 157 couleurs, c'était injouable en une semaine, même en deux. Et donc, on sera amené à recentrer nos interrogations pour des stages ultérieurs. Mais là, on s'est dit, bon, pour commencer, qu'est-ce qu'on fait alors? Donc, on a fait une sélection. Finalement, on a une petite trentaine de couleurs. On a réalisé 29 nuances en suivant scrupuleusement le mode d'emploi. En travaillant en amont, on s'est vu souvent, longtemps, à plusieurs reprises pour partir à la recherche des ingrédients d'origine, calculer les quantités, les poids, quelles seraient les cueillettes qu'il faudrait faire et quand et comment, ajuster le tir sur l'outillage et la mise en œuvre de toutes ces couleurs, parce que il était impossible de faire une couleur une par une. Il fallait être un peu comme un atelier de cette époque. Tout à fait. Oui. S'inspirer aussi de cette complémentarité des vins et de lancer plein de choses en même temps. Les pieds de bleu en premier, évidemment. Et les mordansages. Les mordansages longs qui doivent mûrir en tout premier, presque avant de se présenter. Donc, il fallait anticiper un peu sur toutes ces étapes-là. Beaucoup de calculs et de programmation. Et le but était de permettre aux stagiaires
de balayer tout l'éventail des couleurs qui étaient produites quotidiennement par les teinturiers du XVIIIe siècle, en classant par les 5 couleurs matrices reconnues par les règlements colbertiens comme par les praticiens teinturiers, c'est-à-dire le bleu, le rouge, le jaune, le fauve et le noir. Ces couleurs n'étant pas limitées à leur nom, mais aussi comprenant toutes les couleurs dérivées qu'on pouvait obtenir de certains bains de teinture, parce que cette classification correspond aussi à des techniques tinctoriales différentes. Donc il a fallu programmer et choisir aussi, puisque parmi toutes ces classes, il fallait qu'on fasse une sélection de recettes dont nous avions les ingrédients, d'une part. On a eu quelques soucis, difficultés pour certains ingrédients. Par exemple, pour l'ala, qui est le mordant le plus habituel, c'était difficile de trouver de l'ala naturelle. On n'a toujours pas trouvé. Et donc, ça pose les questions des concentrations, des colorants, de leur qualité, du volume. Donc, on a essayé de faire de notre mieux. Et en particulier pour la base, le support, c'est-à-dire le tissu que nous allions peindre, Sandrine va vous en parler. Alors c'est vrai que on voulait repartir du londrin second d'origine. Bon, malheureusement, il n'y a plus beaucoup de manufactures aujourd'hui qui le produisent. Donc on s'est appuyé sur le travail de recherche de Julia Gazer, qui a étudié la contexture de ce londrin et qui l'a relancé avec les équipes tissage d'autant. Et donc elle a remis au point un tissu qui se rapproche, là c'est Julia en train de faire de la teinture chez Greening sur cette matière. Et donc le tissu est vraiment ce qui existe aujourd'hui de plus proche du londrin second d'origine. Pour nous, c'était important d'abord de soutenir le projet et les recherches de Julia, et puis de travailler sur une matière qui soit la plus proche possible. Oui, notamment du point de vue de la couleur, parce qu'en fait, comme plein de gens le savent et beaucoup d'autres l'ignorent, la laine n'est pas blanc pur, elle a une tendance vers le jaune, et chaque qualité de drap non teint et doit être vérifiée. Si vous voulez, on a commencé toute l'aspect scientifique de ce stage était basé sur la vérification des résultats par rapport à des originaux. Donc, on a d'une part la chance aux archives départementales de l'Hérault d'avoir un échantillon de ce londrin second non teint, donc qui m'a servi de base pour tous mes calculs de colorimétrie ultérieure, et d'avoir donc cette reproduction par Julia et tissage d'autant. Et donc on est parti du blanc de ce tissu non teint pour vérifier l'exactitude des résultats de couleurs que nous obtenions avec les recettes que nous avions sélectionnées. Ça a duré 5 jours, ça s'est déroulé dans mon atelier à Montpellier, et donc ça a été 5 jours ultra concentrés de mise en œuvre de teinture, en faisant un aller-retour permanent entre le texte, le manuscrit, l'observation des échantillons d'origine et le lancement des différentes teintures avec un rythme assez soutenu. On a accueilli Thierry Thévenin qui nous a accompagnés sur une partie de ce stage et avec qui nous sommes allés faire une visite sur le terrain dans la garrigue, pas bien loin de Montpellier, à une trentaine de minutes. Et on a eu une chance incroyable. Bon, on avait fait des repérages avant, mais on n'avait pas eu cette chance lors des repérages. Là, on a pu cueillir le trintanel, la famille Daphnigdinidium, qui est une source complémentaire de jaune, qui venait souvent compléter l'apport en réséda, et qui était vraiment une spécificité des teinturiers du Languedoc. Et on a trouvé aussi sur le même site l'insecte kermès. Donc là, on a fait encore un voyage dans l'histoire des teintures. Et moi, je n'en avais jamais vu vivant sur le chêne kermès. Je n'en avais jamais observé.
En fait, oui, on voulait montrer aux stagiaires l'environnement naturel dont s'était servi Paul Gou. Sa spécificité par rapport à Jeannot, c'est que comme il est directeur d'une manufacture royale, il pouvait se permettre de choisir ses ingrédients et de les mentionner. C'est aussi une époque plus tardive que celle d'Antoine Jeannot, où il y a plus de libéralisme dans la conception de la surveillance des teintures. Et donc, il mentionne et il fait un usage assez constant de la corroyère, qui est très abondante dans certains environnements autour de Montpellier, et du trintanel, qui était une composante essentielle des garrigues languedociennes. Et là, du coup, c'est un site que je connaissais et où j'avais pu repérer des kermesses des teinturiers. Mais c'est un site qui a été incendié il y a quelques années et je pensais que c'était terminé, qu'on n'en trouverait plus jamais. Et une des stagiaires m'a dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et bon, donc c'était très très émouvant pour plein d'entre nous de voir que certaines espèces arrivent à survivre malgré tout ce qui se passe. Que la nature reprend ses droits. Et du coup, dans le bouquin, on voit vraiment, donc comme vous l'aviez dit, Dominique, il y a la succession des couleurs. Les couleurs primaires ou matrices, oui. Couleurs primaires ou matrices. Est-ce que vous pouvez nous montrer des couleurs, nous raconter par quoi vous avez commencé, comment vous êtes organisé? Le premier jour, on a préparé les mordansages de manière à pouvoir laisser les tissus s'imprégner pour les couleurs suivantes, suivant le bleu, donc qui demande un mordansage. Donc on a mis en train toute une série de recettes de mordansage dont les ingrédients ou les proportions variaient, et on a eu dès le départ le problème de utiliser ou non de l'étain, qui est une des bases du mordansage à l'époque, mais dont nous ne souhaitons pas, et surtout Sandrine, dans sa pratique, exclut complètement l'usage. Donc, pendant qu'on préparait ces différents mordansages, après avoir expliqué justement les enjeux et les problèmes aux stagiaires, on a commencé tout de suite à préparer les bleus, puisque Sandrine est seul endroit en France actuelle où on produit des bleus avec la cuve qui était utilisée par aussi bien Jeannot que Paul Gou, c'est-à-dire la cuve de pastel, donc de coque de pastel renforcée à l'indigo. Et elle avait une cuve, faut que tu en parles. Oui, en fait, finalement, c'est vraiment la recette. Je ne pensais pas qu'on donnerait ce stage cette année, mais j'ai monté cette cuve en 2019. Donc je me suis préparée très longtemps à l'avance. En fait, je suis tombée dans les cuves par fermentation d'indigo au Japon, en voyageant, en passant ce temps. C'est quelques mois au Japon. Je partais pas du tout particulièrement pour ça, mais j'ai été tellement impressionnée par le rapport à la teinture, à l'indigo de cette manière-là, les tonalités, vraiment la gamme chromatique des bleus, ça m'a complètement happée. Donc là, c'est très contagieux, et du coup, en rentrant, on a travaillé en collaboration avec David Santandreux sur la fabrication de cocagne, et chacun de notre côté, on a commencé à lancer des cuves, à essayer d'échanger sur le montage de l'assiette de la cuve traditionnelle et comment on l'entretient, comment on la maintient et comment on peut teindre. Donc c'est vrai que depuis 2019, ça a été plein d'aventures, des années où ça marche, des années où ça marchait pas très bien, du chlore dans l'eau, enfin des tas de galères qui font que maintenant je ne travaille que avec de l'eau de récupération de pluie pour éviter ces désagréments, et avec une cuve de 600 litres qui est du coup extrêmement stable. La réaction, les bactéries sont bien installées, et du coup on a eu toute une semaine de teinture sans aucun problème, sans tous à tremper des tissus les uns après les autres à de très nombreuses reprises, et avec une finesse dans les durées de trempage, et une finesse
pour essayer de retrouver les tonalités de ces pieds de bleu. Donc c'est vrai, oui, de la gamme bleue. Ça, c'est vrai que dans ce stage, oui. Ça a été le démarrage. Très bonne surprise. Hein. Oui. Très bonne. Enfin, pas surprise, mais la cuve, c'est quelque chose de vivant, donc on savait. Mais là, c'est aléatoire. Oui, mais Sandrine a réussi on avait choisi 4 degrés de la gamme des bleus parce qu'on pouvait pas travailler sur tous et ça nous permettait d'obtenir les violets, des verts, des gris et des bruns et puis surtout, enfin pas surtout, mais pour finir, un noir extraordinaire et on savait pas si on pourrait reproduire comme on voulait. Donc on a choisi 4 degrés de bleu et Sandrine a réussi à préparer d'avance des bandes d'échantillons de tous les degrés de bleu dont on avait besoin pour les recettes prévues cette semaine-là. Pendant ce temps-là, les stagiaires, pendant la semaine, les reproduisaient au fur et à mesure, mais il nous les fallait dès le début comme fondement. Et il fallait qu'ils soient fixés. On n'aurait pas pu enchaîner la teinture des bleus et une teinture complémentaire dans la foulée. Il fallait avoir un peu de recul. Donc ça, on l'avait préparé à l'avance. Et donc on a ces 4 pieds de bleu, le bleu de lait, le bleu mignon, je sais pas si on voit très bien, on le voit. bleu azur et le bleu de roi, qui sont les 4 pieds principaux, en tout cas des recettes qu'on avait sélectionnées pour avoir un éventail des possibilités de combinaison avec les autres plantes utilisées. Alors, le deuxième jour, c'était les rouges. Et donc, on avait ces bandes de tissu qui étaient déjà mordancées depuis la veille. Et on a essayé de reproduire donc les 2 classes de rouges produites au XVIIIe siècle, c'est-à-dire les rouges à la cochenille et les rouges à la Garance. Et en cochenille, on avait évidemment de la cochenille d'une qualité extraordinaire, la cochenille des Canaries de Lorenzo Pérez, qui est reconnu, le premier produit colorant reconnu d'appellation d'origine contrôlée par l'Europe, par l'Union européenne. Donc on travaille avec une bonne matière, mais le problème du mordançage, c'est que on s'est autorisé à tester donc un échantillon avec mordançage à l'étain. Je n'ai pas pu reproduire la procédure de la composition d'étain du XVIIIe siècle qui est extrêmement dangereuse. C'est une dissolution de grenade d'étain dans l'acide sulfurique. Donc on s'est dit ça non quand même. Donc j'ai tout bêtement utilisé du chlorure d'étain qu'on peut trouver dans l'industrie chimique. Mais c'est très intéressant comme expérience parce qu'en fait je pense que l'étain est surdosé. Là on a un rouge absolument flashy, c'est magnifique. Une vraie écarlate. Et puis après, on s'est dit comment est-ce qu'on peut reproduire l'écarlate sans utiliser d'étain. Alors on a fait plusieurs essais de pallier de faire du mordançage à la lame, mais sur fond jaune. Alors l'idée de Sandrine, c'était le fond jaune au curcuma. Mon idée, basée sur les teinturiers du XVIIIe siècle, c'est d'utiliser le fusté comme fond jaune pour ces recettes. Et en fait, ni l'une ni l'autre n'a vraiment bien marché. On n'arrive pas à reproduire jusqu'ici, mais nous n'avons pas dit notre dernier mot. Voilà. On a fait ces premiers essais fusté, curcuma et roku pour amener un fond jaune pour donner cette lumière de couleur de feu. Et après, c'est des questions de dosage. Donc, c'est une piste à creuser et on va y revenir. Oui. On peut aussi jouer sur le pH des bains. Enfin, on va essayer de trouver une solution. Pour les autres gammes de couleurs dues à la cochenille, c'est-à-dire tout ce qui est cramoisi, soupe, vin, les violacés, ça posait aucun problème et on a reproduit alors sur fond blanc donc toute cette gamme de cramoisi à rose et puis sur fond bleu de différents degrés, on a obtenu tous les violets. Et là, on n'a pas de problème d'adéquation, on arrive à des résultats du point de vue couleur qui sont proches de ceux des recettes et des originaux. Pour la Garance, il n'y avait pas de problème puisque le mordançage traditionnel est à la lin, qui est absolument pas toxique. Et donc, on a reproduit sans difficulté
le rouge de Garance lui-même, avec une exactitude vraiment extraordinaire. On était à moins de 1 de différence de couleur avec l'original. Et puis les deux autres couleurs dérivées de la Garance, c'est-à-dire la couleur de roi sur un pied de bleu et la couleur cannelle qui demande un bain de jaune préalablement au bain de Garance. Et donc là aussi, ça ne posait pas de problème. Ça, c'était la deuxième journée. La troisième journée... C'était déjà l'aventure. Troisième journée, donc c'était sur le terrain, à la rencontre de la corroyère et du trintanel. Et là, c'est là que... Alors voilà, on s'est frotté un peu à la réalité. Un problème majeur. Voilà, et un problème extrêmement décisif. En fait, on s'est rendu compte, parce que pour arriver à faire toutes ces couleurs, on s'est organisé en équipe. Donc, on a sorti au départ des jaunes qui étaient très très loin, des jaunes qu'on avait pu obtenir chacune avec le trintanel ou avec le Reseda sur ce type de matière. On était vraiment très éloignés. On était sur un jaune qui était très verdâtre, un peu grisé, pourtant en respectant scrupuleusement les dosages, les températures, on a incriminé la plante, enfin tout y est passé. On a fait une enquête qui a tué, qui est le responsable. Et au final, on s'est rendu compte que on avait une matière qui était extrêmement difficile à rincer et qu'elle était très 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 chargée d'acide malgré les rinçages nombreux qu'on a effectué. On s'est rendu compte que le mordançage était très acide, un mordançage à l'entartre, tartre rouge ou tartre blanc selon les recettes, et que malgré les rinçages, on restait avec une matière qui était encore très acide et qui acidait complètement l'eau du bain de teinture en jaune, qui empêchait complètement la montée de la couleur. Et quand on s'en est rendu compte, on a réévalué le pH en alcalinisant l'eau du bain dès le départ, avant de tremper les tissus. Et là, on a vu sortir des vrais jaunes, donc beaucoup plus justes par rapport à ce qu'on est censé sortir et par rapport aux échantillons de Polgo. Mais la grosse surprise, qui est utile pour tous les gens qui nous écoutent, c'est qu'on s'est retrouvé face à cette qualité de l'eau. Polgo mentionnait déjà, puisque quand il arrive à Bise, après avoir été à Saint-Chinian pendant tout le début de sa carrière, il se plaint amèrement de la qualité de ses eaux. C'est comme ça que je l'ai identifié, parce qu'il mentionne les noms de ses sources. Et là, on se retrouvait, ayant exclu évidemment l'eau du robinet de Montpellier, on s'est dit, on travaille tranquillement avec l'eau de pluie que collecte Sandrine. Sauf que cette eau de pluie, quand on a mesuré le pH, elle est d'une acidité assez extraordinaire. On parle de pluie acide, et c'était justement une semaine où il pleuvait beaucoup, tous les jours, et on s'est retrouvé avec un pH de 5 et quelques, assez terrifiant. Et donc, si vous avez des problèmes avec vos jaunes, pensez tout de suite à l'eau. Ça, c'est notre message. C'est le conseil. Pour cette journée-là. Mais c'était extrêmement intéressant de partager ça, de partager ce questionnement, de le parcourir, de tâtonner ensemble. Et comme dans le groupe, il y avait un certain nombre de praticiennes très expérimentées, c'était extrêmement intéressant d'avoir comme ça les échanges comme dans un atelier où on cherche la solution, de manière très solidaire. C'était extrêmement intéressant. Et puis du coup on a poursuivi cette journée de teinture en jaune sur les combinaisons sur les pieds de bleu. Oui. Alors du coup, ça permettait d'obtenir une gamme de vert. Et là, je pense que pour un stage ultérieur, on va s'organiser pour avoir une plus large gamme de bleu, si possible, de manière à avoir aussi en résultat plus de vert. Parce qu'ils sont très très beaux, ils sont assez proches, certains très proches et d'autres
assez proche des originaux, mais en fait, Paul Gousse était un maître du verre et on va essayer de refléter cette maîtrise, réussissant à reproduire un plus grand nombre de ces verres. Là, on avait fait très foncé, moyen, très clair. Ça, c'est aussi une leçon qu'on tire de la cuve Sandrine comme de celle de David Santandreu. On a pas mal de mal, et c'était mentionné par les teinturiers anciens, à obtenir les tons les plus clairs de la gamme des bleus. Parce qu'en fait, c'est une cuve tellement puissante que ou bien il faut travailler avec une cuve presque épuisée, ou bien pouvoir plonger le tissu très très peu de temps. Ouais. Mais là, en l'occurrence, on était encore trop... Ouais, c'était encore trop foncé. Et pourtant, voilà, au départ, sur les pieds de bleu que on voulait préparer, au départ, j'y arrivais pas du tout. C'était très mal uni, c'était impossible de le sortir. Après, il y a eu un certain nombre de semaines où la cuve a pas mal travaillé, donc elle s'est épuisée en indigo, mais surtout pas rechargée. Et voilà, on s'en est rapproché, mais ce bleu de lait, pour vraiment faire en plusieurs trempages pour qu'il soit vraiment solide. Là, je suis curieuse d'avoir les résultats en solidité lumière. Je pense qu'il faudrait avoir une deuxième cuve qui soit très peu chargée, une cuve très peu chargée, presque exclusivement pour les bleus très clairs. Et pour avoir des temps de trempage qui soient quand même suffisants. Là, on est très court, c'est trop court. Et ce qui est intéressant sur cette gamme de verres et dans la pratique de Paul Gousse, c'est la teinture en cascade. Donc là, on utilise le bain de jaune au départ qui est concentré, et avec le même bain sur lequel on va rien rajouter, on va sortir un verre, puis encore un autre, puis encore un autre, toujours avec une régularité et quelque chose de très connu sur la reproductibilité, puisqu'il est vraiment consigné dans son ouvrage. Et ça, c'est un enseignement dont il faut absolument s'inspirer aujourd'hui, puisqu'on cherche l'économie, de moyens, et on cherche des pratiques de peinture qui soient économiques en eau, économiques en colorant. Et là, on épuise le vin, enfin vraiment avec une mise en œuvre vraiment professionnelle, où on sait exactement ce qu'on va obtenir dans un deuxième, un troisième, un quatrième, un cinquième vin en cascade. C'est ça qui était impressionnant dans le livre, moi, quand je l'ai lu, c'est de me rendre compte qu'il faisait tout ça tous les jours. Et en fait, c'est de la gestion de projet de teinture, et c'est d'une facilité pour eux alors que nous, franchement, quasiment, on fait une couleur à la fois. Et là, c'était vraiment gérer la gestion de projet de teinture à la suite et sans rien perdre, quasiment. Oui, je pense que c'est le manuscrit où on comprend le mieux cette gestion. C'est celui de Paul Gousse. Et en fait, la pratique était la même chez tous les directeurs de manufacture royale. La position de Janot était différente. Comme il était teinturier à façon, il était obligé d'adapter la même manière de penser, mais aux couleurs que les drapiers de sa localité lui demandaient. Donc, ça devait demander peut-être de mettre des bains de côté pour la prochaine fois. Tandis que Gousse, on le voit très bien dans la fin de son manuscrit, il a la faculté, et puis il fait cette programmation qu'on a essayé de reproduire pour cette semaine de stage, en s'inspirant de ces dons d'organisateurs. C'est vrai que le fait qu'il ne travaille qu'une seule matière, que ce soit toujours le même drap de laine, ça enlève quand même une variable considérable. Bah oui, c'est ça. Et toujours avec la même eau. Voilà. Des ingrédients qu'il connaît. Et des ingrédients qu'il connaît vraiment très bien. Donc, évidemment, là, ça lui permet de creuser et de mettre en place la reproductibilité de ces procédés. Si j'ai bien vu dans le nuancier que vous avez monté au début, je pense que vous avez réussi, donc on en a parlé, à faire peut-être un noir ou des couleurs vraiment plus foncées. Alors, donc le jeudi, on était sur les fauves. Alors les fauves, c'est des teintures au tanin, mais donc dont l'essentiel est fourni par la noix de Galles qui est importée de Syrie, et par la Corroyère
qui est récolté à 2 pas de la manufacture et pour nous à 2 pas de Montpellier. Mais alors ça c'est la base pour l'apport de tanin, mais il y a aussi les nuançages parce on introduit d'autres plantes d'autres bois tinctoriaux qui apportent à la fois leur tanin et leur couleur. Donc il y a des petits cocktails assez étonnants ça implique le bois de Campêche, le bois du Brésil, le bois de santal et le fusté de nouveau et le bois jaune des teinturiers qui venaient du Mexique. Donc, mais à petite dose, puisque d'une part ils étaient interdits jusqu'à l'époque de Vano, donc c'est Paul qui s'aventure à les mentionner dans ses recettes et ils sont en cocktail en appui. Donc on a, grâce à ça, alors soit sur drap non teint, soit sur pied de bleu, toute une série de nuances, de beige, de beigâtre, de grisâtre, plus ou moins violacé, et c'est très très riche. Là aussi, je pense que pour d'autres stages, on creusera peut-être plus à fond ces gammes qui étaient très utiles, par exemple pour les habits des hommes, les habits masculins. C'est des gammes qu'on retrouve chez les teinturiers anglais, beaucoup plus que les couleurs vives que Paul Gou pratiquait également. Et toutes ces teintures au tanin, les fauves, nous préparent à la dernière classe qu'on a abordée le vendredi, mais qu'on avait déjà préparé la veille, c'est-à-dire les noirs et les gris. Alors le noir qui est le chef-d'œuvre du teinturier, donc dès la veille, on avait prévu de reproduire ce noir à la manière de Sedan, qui en fait n'est pas du tout comme on le faisait à Sedan, mais dont le résultat était exactement le même que sur l'original. Et donc, il y avait ces bains de tanin répétés, très concentrés. Et ce n'est que le lendemain qu'on a donné les 3 brunitures, c'est-à-dire non, j'ai dit 3, mais en fait, on en a fait 2. 2 bains de sulfate de fer, dont la réaction avec le tanin, comme chacun sait, donne du noir. Mais si on fait ça trop concentré, en fait, on détruit la fibre. En fait, il faut à la fois obtenir un noir tout en préservant la laine. Donc, on n'a fait que 2 de ces bains et bon, le résultat était excellent. Oui, c'est 2 jours d'opération entre une décoction qui est assez longue, d'engallage, de préparation de la fibre, et avec des trempages et des interruptions de mise à l'air. Le tissu est mis à l'air, il est éventé, et donc cette action de mise à l'air va jouer un rôle extrêmement important pour la montée en noir, la saturation, pour que ces tanins se fixent définitivement dans la matière et viennent se combiner ensuite au moment de la bruniture pour sortir ce noir. Il y a un effet à la fois de pénétration intime de la fibre et d'action de l'oxygène de l'air. Il faut du temps. Alors c'est là qu'on était quand même un petit peu coincé du point de vue du stage. Beaucoup de ces procédés, notamment le mordançage qu'on a fait à l'avance, dans le livre de goût, il parle d'attendre 48 heures et ça on pouvait pas le faire. Mais finalement, ce noir, je crois, on a eu une opération de godage de la peau, oui, tout à fait, qui est très importante, à la fois éventuellement pour rectifier la couleur quand elle est un peu trop violacée, mais c'était pas du tout notre cas, et pour aussi fixer et adoucir la matière. Elle a une fonction d'adoucissant en bain final sur ce noir, et il me semble que les relevés colorimétriques étaient assez exceptionnels. Oui, c'est exactement très conforme à l'origine. Comment, pour les auditeurs qui ne maîtrisent pas tous les outils qu'on peut utiliser pour vérifier l'exactitude d'une couleur, quel est l'appareil utilisé et comment vous pouvez dire, bah voilà, on était à 1 ou 2, comment vous mesurez ça pour expliquer aux auditeurs? Voilà, donc l'une des conditions du stage, c'était que j'ai apporté le manuscrit, donc on avait les originaux sous les yeux, mais on a aussi de toute façon dans le livre les 157 couleurs de Paul Gou, pour chaque couleur un tableau de ces données colorimétriques. Alors
obtenu comment? Avec un spectrophotomètre que j'utilise depuis le début pour tous ces carnets de teinturiers, et donc dans les mêmes conditions, donc des résultats qui sont complètement compatibles et reproductibles entre eux. Le nouveau spectrophotomètre que j'avais apporté pour ce stage a été calibré par rapport à celui que j'utilisais au début, donc on peut comparer tous ces résultats. J'ai plusieurs centaines de données actuellement d'échantillons historiques de couleurs. À la fin du stage, mais plusieurs fois au cours du stage, quand on avait des doutes, on comparait donc l'original avec l'échantillon qu'on avait sous les yeux. Le spectrophotomètre, son but, c'est de fournir une base de comparaison objective, c'est-à-dire on a le même appareil qui envoie de la lumière sur l'échantillon, c'est complètement non destructeur, non destructif, suivant un diamètre préétabli et un angle de lumière établi également. La lumière elle-même est standardisée, donc on mesure l'échantillon toujours de la même façon, et on obtient 3 types de données par un calcul, disons, qui est fourni par l'appareil. C'est une équation, donc on a 3 données: la luminance de 0 noir à 100 blanc. Là, sur l'axe des bleus, des rouges au vert, on a donc des données A, B. C'est le système qui a été proposé par la Commission internationale de l'éclairage en 1976, qui est le système SciELab, qui est utilisé par les industriels. Le but est de situer chaque nuance ou couleur dans cet espace, et d'une manière, comme je dis, objective. Donc le troisième axe, c'est l'axe des bleus au jaune. Et donc, on a, avec ces 3 données, la possibilité de calculer, donc de nouveau par des équations, la chromaticité, c'est-à-dire la saturation de l'échantillon, et de donner un angle de teinte, c'est-à-dire du magenta par le jaune, le vert, le bleu, etc., exact également. Donc, on a vraiment une carte d'identité de chaque couleur. Si on a un original qu'on veut reproduire et un échantillon où on a essayé de le reproduire, là, il y a encore une autre équation, celle des différences de couleurs. On appelle ça delta E, qui donne la différence entre justement l'échantillon et son original. Et bon, c'est ainsi qu'on a travaillé. Alors, c'était beaucoup de teinturiers praticiens qui n'ont pas besoin de ce degré d'exactitude vont dire que l'œil humain est merveilleux, et c'est tout à fait vrai. Mais là, il s'agit de pouvoir comparer des échantillons et des couleurs qui sont pas forcément l'une à côté de l'autre. Ouais. Moi, je pense à justement tous ces échantillons de textiles teints qui sont conservés dans les archives dans le monde entier, ou alors les pratiques de tous les teinturiers traditionnels du monde entier. C'est comme une notation musicale, c'est une manière de communiquer entre coloristes et teinturiers que j'explore et que j'essaye de proposer à tous ceux que ça intéresse. Et que vous avez expliqué donc dans votre livre. Oui, donc c'est page 27. Moi, j'en ai reparlé aux auditeurs parce que quand j'ai découvert ça, j'ai mieux compris, en fait. C'était pour moi un truc. Oui, mais oui, voilà, c'était une des pièces manquantes, moi, dans comment on peut dire qu'une couleur se rapproche le plus. C'est grâce à ça, et moi, c'était un truc manquant, donc je le souligne. Ouais. D'accord. Donc vous avez, au cours du stage et à la fin du stage, regardez à quel degré d'exactitude vous étiez des originaux. Si vous voulez, on s'est servi de la colorimétrie à la fois comme outil en cours de travail, quand on avait un doute, pour guider. Quand un tissu, oui, on se disait mais ça ressemble pas trop à la photo. Alors on regardait dans quelle mesure on pouvait, parce qu'on voit aussi si c'est trop jaune ou trop rouge ou trop bleu ou trop vert, ça guide quand même. On voit aussi si on est au bon degré de luminance, si c'est trop clair ou s'il faudrait. Donc si c'est trop clair, on peut toujours rendre un peu plus foncé. Donc on s'en est servi. Et puis à la fin, on s'en est servi vraiment comme conclusion du stage pour dire qu'est-ce qu'on a réussi, qu'est-ce qu'on a raté, et ce qu'on a raté, comment est-ce qu'on peut le faire mieux pour le prochain stage et pour d'autres expériences. Et partager notre expérience pour ceux qui veulent faire ça chez eux, donner des pistes, notamment, donc, comme je le disais, volume, eau, ingrédients, tout ça est à tenir en compte. Et intensité de la cuve d'indigo.
Bien ce que sûr, vous avez bien dit. sûr. Ouais. Ça nous a été aussi très utile parce que dans certaines recettes de Paul Gou, il y a certains dosages qui sont laissés à Oui. l'interprétation du praticien. Une bruniture, Ah oui, il y a typiquement. Ouais, il y ouais. a aucune durée précisée, ni Et- même quantité, ni volume des bains Mhm, mhm. sur le rapport de bain utilisé. Enfin, et un certain nombre aussi de bains successifs sur lesquels il est précisé remuer jusqu'à l'obtention de la couleur Ouais. désirée. Donc ça nous a été utile aussi pour nous guider dans ce sens-là, parce que la bruniture, On allait très voilà, doucement, hein. on y allait doucement, et au bout d'un moment, on se dit allez, on y va carrément plus. Enfin, Ouais, c'est un des outils ouais. qui peut être extrêmement éclairant sur l'optimisation du Oui. procédé. Oui, parce que la bruniture, c'est du sulfate ferreux. Bon, c'est pas trop bon. Donc, on allait vraiment petit à petit pour en mettre le moins possible finalement. Mm. Et parce que, sauf pour le noir, il ne mentionne pas de quantité. Mais il D'accord. savait, il devait y aller à la louche, enfin, pas à la louche comme on le dit maintenant, mais vraiment avec des mesures. Ils avaient leurs instruments, donc je Mm. pense qu'ils y allaient doucement aussi. Mm. Donc cet outil vous a permis et de vous guider au fil de la pratique et de valider Oui, l'exactitude des coloris au final. oui, Ah, oui, c'est top. oui, oui, oui. Et alors du coup, donc vous avez tiré des conclusions, des enseignements et en plus que vous partagez avec les personnes qui sont avec vous en stage. Une des questions qui va forcément, comme je vous disais, m'arriver, c'est est-ce qu'elles vont faire d'autres stages Est-ce qu'elles vont faire toutes les couleurs parce qu'il y en a 157 et là vous en avez fait 29. Donc, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu la suite de cette aventure? Est-ce que d'autres personnes vont avoir la chance d'assister à des stages co-animés par vous deux? Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la suite? Je dirais que nous avons beaucoup de chance, déjà toutes les deux, de reparcourir ces recettes et de les partager avec des personnes qui ont envie de faire ce parcours avec nous. C'est un bonheur, c'est vraiment extrêmement réjouissant et extrêmement instructif. C'est des leçons, c'est des enseignements procédés. Alors, ce stage a un jumeau en fait à la ferme école de Mersin, des vieilles racines et jeunes pousses dans la Creuse, qui était le stage d'origine, qui était programmé d'origine et que nous avons dupliqué un peu en avance parce que la liste d'attente était trop importante. Donc, on nous a fait pression pour faire un peu plus, ouvrir un peu plus de nouvelles couleurs. Là, ça dépendra aussi de du temps qu'on aura. L'année d'après, oui, Oui. il faudrait voir d'après la demande, mais il y a possibilité de faire d'autres couleurs. Si on a les mêmes stagiaires, on fera d'autres couleurs. S'il y a vraiment une demande pour faire cette base, ce que nous avons établi cette année, on la reproduira. On a des demandes aussi de l'étranger, donc on va voir comment on peut répondre et avancer. Nous, ce qui nous intéresse, évidemment, c'est d'avancer dans la compréhension de ces manières de travailler des teinturiers anciens. Et l'objectif, c'est l'objectif final, c'est de s'en inspirer pour pourquoi pas dupliquer dans nos temps modernes, ou est-ce que c'est d'en tirer des leçons, notamment des matières utilisées. On a parlé de l'étain, on a parlé de cette intelligence de réutiliser les bains au maximum. Donc c'est s'en inspirer, c'est reproduire, c'est Mais c'est s'inspire. Enfin, déjà, d'un point de vue d'historienne, d'archéologie expérimentale, c'est prouvé que ces recettes sont valides, qu'elles ne correspondent pas à une fantaisie et à une invention des teinturiers, mais qu'elles correspondent à des pratiques industrielles quotidiennes qui incluent, qui intègrent la nécessité de reproductibilité et de solidité. Bon, déjà, rendre justice aux teinturiers d'autrefois, qu'on a présentés quelquefois comme des fabulateurs ou comme ou des fabricants de textes différents de leurs vraies pratiques. Je pense qu'il faut maintenant dire, et qu'on peut dire, qu'ils écrivaient leur mémoire vraiment pour aider à la transmission. Transmettre, absolument. Donc ça, c'est déjà une justice. Ensuite, l'inspiration, bien sûr, c'est pour ça que je suis tellement heureuse que nous puissions travailler ensemble avec Sandrine, parce que Sandrine, c'est la partie créatrice, future de la teinture,
contact avec les industriels, notre espoir, c'est de donner courage et inspirer d'abord les jeunes. Sandrine a créé plusieurs formations professionnelles pour les jeunes teinturiers, et puis donner envie à des industriels de produire toutes ces couleurs magnifiques. La poudre canon des Anglais, par exemple, Sherpa, le taupe, les noms sont incroyables. Hein. Oui, que les gens se rencontrent dans la rue et se disent, tiens, tu portes du pourpre cramoisi aujourd'hui. Ah non, moi c'est du jaune limon, ou ce genre de choses. Que ça devienne un vocabulaire. Réusité. Que ça revienne. Ouais, d'accord. Et c'est vrai qu'en les ayant mis en pratique, en ayant sorti ces teintures, on a envie de les nommer de cette manière-là. Parce qu'en fait, moi j'ai eu la sensation, c'était comme si je remettais un peu tout à plat et comme si je faisais des gammes de solfège en suivant une règle vraiment qu'on m'a imposée, hein, mais avec les ingrédients, etc. C'est comme ça qu'on fait. Et il y a un enseignement à tirer de ces teinturiers du 18e qui teignaient à très grande échelle. Et là, aujourd'hui, quand on parle de la teinture végétale, tout le monde pense artisanat et petite marmite. Et dans un certain nombre des podcasts, que je n'ai pas tout entendu malheureusement, mais dans un certain nombre, j'ai l'impression que tout le monde parle de la teinture végétale aujourd'hui comme quelque chose d'artisanal. Mais c'est dans l'histoire de nos techniques en France, ça a été vraiment une industrie à très très grande échelle. Et donc, si on veut retrouver des grands volumes de production, que ce soit pour des projets de grande création, que ce soit au cinéma ou dans l'industrie, être inspirant pour l'industrie, évidemment, il faut reparcourir les manuscrits des industriels de l'époque, parce qu'il y a forcément des enseignements, une logique d'organisation du travail dont on va s'inspirer pour fabriquer les machines à teindre d'aujourd'hui et pour mettre en œuvre des grands projets, évidemment. Donc, j'ai l'impression que c'est un des objectifs de ce stage et que nous partageons avec des personnes qui sont très concernées par ces questionnements aussi. Oui. Bon, écoutez, parfait, super. Donc, des dates qui arrivent, des stages qui continuent, un binôme qui se poursuit, et peut-être à l'étranger, etc. Et on continue à explorer les 157 couleurs de Paul Gou. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin ou quelque chose à ajouter? Moi, je tire mon chapeau pour tout ce travail des teinturiers du 18e, grâce à leur effort d'avoir consigné leur tour de main, leurs recettes, d'avoir essayé d'améliorer eux-mêmes leurs recettes. Ils nous donnent la direction à prendre. Ils nous laissent aussi dans cette humilité de se perfectionner tout au long d'une vie d'artisan ou de manufacture, je ne sais pas, selon l'échelle à laquelle on travaille, mais en tout cas de rester dans cette recherche d'amélioration constante. Moi, mon mot de la fin, ce serait qu'on puisse un jour revoir. En fait, ils allaient étendre leurs draps après leur journée de teinture. Les draps étaient étendus dans des tendoirs sur des prés. C'était des grands cadres de bois. Et je pense que dans l'iconographie, il y a quelques images de loin où on voit ces champs couverts de couleurs. Ça a dû être une force sans peut-être qu'ils s'en rendent compte. La beauté et la vivacité de toutes ces couleurs, ça a dû leur donner une énergie incroyable et une joie en fait de travailler. En même temps très très pénible, des kilos de teinture, des chaudrons fumants, certainement une pénibilité du travail et une dangerosité du travail. Ces manuscrits, en fait, nous aident à nous sentir proches de ce peuple de teinturiers et de travailleurs, parce qu'on parle de Jeannot et de Paul Gou, mais eux-mêmes, ils le disent, ils ont des aides, ils ont des maîtres guédrons et ils ont toute une armée de gens qui tournent, tout simplement. Il faut des gros bras pour tourner des pièces qui pèsent plus de 10 kilos sèches. Alors, quand elles sont mouillées, ça demande beaucoup de main d'œuvre et tout un va-et-vient. C'est tout un monde perdu
qu'on devine à travers ces manuscrits. Bon, écoutez, un grand merci pour ce témoignage et se rendre pratique un livre et de votre exploration, parce que franchement, c'est passionnant. Je pense que cet épisode va être énormément écouté parce que, voilà, on balaye tout, les couleurs, l'histoire, c'était vraiment génial. Donc, je vous remercie toutes les deux. Merci beaucoup, Pauline. Merci, Pauline. Je vous invite à me rejoindre sur ma page Instagram Arécovert, ARTECOVERT, pour y découvrir le nom des prochains invités. Je me permets de vous rappeler que la seule manière de soutenir ce podcast est de le noter et le commenter sur la plateforme d'écoute de votre choix. C'est ainsi qu'on arrivera à faire porter la voix de ces passionnés de la couleur végétale. Merci à tous!